C'est l'heure du rendez-vous de l'information et du journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'actualité et de décryptage. Au sommaire de cette édition, l'hommage aux victimes des attentats de janvier 2015. Plusieurs cérémonies se sont tenues ce matin dans le 11e arrondissement à Paris, porte de Vincennes. Nous y reviendrons avec mon invité, l'éditorialiste Christophe Barbier. Le geste d'Édouard Philippe en direction de la CFDT, une réunion de concertation sur la réforme des retraites s'est tenue ce matin à Matignon et le Premier ministre a validé la proposition de Laurent Berger. Une conférence de financement des retraites aura bien lieu vendredi. Et puis le rétropédalage des États-Unis. Les Américains ont annoncé hier qu'ils se retireraient prochainement d'Irak après l'élimination du général Qassem Soleimani. Mais ce matin, coup de théâtre, le chef d'état-major américain évoque une bourde. Ce sont 3 journées d'enfer que le temps qui passe n'a pas effacé. La France rend hommage depuis ce matin aux victimes des attaques djihadistes de janvier 2015 qui avaient coûté la vie à 17 personnes. Charlie Hebdo, Montrouge, Hypercacher, ce sont 3 lieux de mémoire du terrorisme qui vont être visités ces prochaines 72 heures. Première étape ce matin, dès 11h, où Nicolas Appert devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, en présence notamment du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de la maire de Paris Anne Hidalgo. Des victimes de ces attentats et leurs familles ainsi que des représentants de la communauté juive étaient également présents. 2 autres cérémonies d'hommage se sont tenues dans la foulée. D'abord, boulevard Richard Lenoir, en hommage au policier Abed Merabé, tué par les frères Kouachi, puis à la porte de Vincennes, devant l'Hypercacher. Et demain, c'est la mémoire de la policière Clarissa Jean-Philippe, tuée par Amédi Koulibaly, qui sera honorée à Montrouge, avant jeudi, une dernière cérémonie qui se tiendra devant l'Hypercacher. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes éditorialiste et vous avez fait récemment fait paraître un essai intitulé Macron sous les masques aux éditions de l'Observatoire. Christophe Barbier, ces attentats de janvier 2015 ont-ils changé la France en profondeur? Est-ce une date charnière dans l'histoire du pays? Oui, c'est une date charnière dans l'histoire du pays. Plus exactement, ce sont 3 dates qui sont liées. Le 7 janvier 2015, bien sûr, le 13 novembre, avec le Bataclan et le massacre dans les rues de Paris, et puis le 14 juillet de l'année suivante à Nice. 3 formes d'un même terrorisme et 3 éveils successifs. D'abord, pour que la France change son attirail sécuritaire, que ce soit en termes de renseignement, de répression, de politique carcérale, de surveillance policière. On a changé beaucoup de choses. On est sorti d'une certaine naïveté. On l'a fait lentement, mais il faut le croire, assez efficacement. Et puis, c'est une séquence qui est toujours ouverte? C'est une séquence qui est toujours ouverte, mais le danger a changé de forme. Parce que pendant ce temps-là, au niveau géopolitique, ça a bougé. Daesh s'est effondré. Et donc, on se sent moins menacé aujourd'hui par un terrorisme extrêmement structuré, avec des soldats du terrorisme envoyés depuis l'étranger, lourdement armés, formés, accompagnés. On se sent beaucoup plus menacé aujourd'hui par le surgissement spontané de terroristes invisibles qui, d'un seul coup, dans un mélange de fanatisme et parfois de délire psychiatrique, avec les moyens du bord, un véhicule, un couteau, à main nue, se jettent sur des gens choisis plus ou moins au hasard pour les assassiner. C'est plus anxiogène pour la société? C'est plus anxiogène pour la société parce que ça crée l'imminence partout du danger, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, et aussi parce que ça crée du coup une méfiance. Il n'y a pas besoin de signes extérieurs de menace pour que les gens se sentent concernés. On n'a pas besoin d'être dans un endroit à risque, les transports en commun, une gare, la proximité d'une synagogue, une salle de spectacle, pour se sentir inquiet. Ça peut arriver n'importe où, en faisant ses courses, en se promenant dans la rue, sans qu'il y ait aucun signe avant-coureur. Ça rend aussi le travail du renseignement pour détecter ces signaux faibles, beaucoup plus compliqué. De ce côté-là, on a eu un dernier avertissement qui a quand même aussi changé la donne, c'est l'attentat au sein de la préfecture de police de Paris. Dans le sein des seins de ceux qui doivent lutter contre le terrorisme, on a pu laisser rentrer, laisser prospérer quelqu'un qui a retourné son arme contre ses collègues. Et ça a fait évidemment terriblement peur, et on a l'impression que quelle que soit l'épaisseur d'une cuirasse, elle a toujours des défauts. Dans le dossier des attentats de janvier 2015, 14 accusés seront jugés à partir du 4 mai. Ce sera le premier des grands procès terroristes que nous connaîtrons dans les années à venir. À quelle fonction sociale répondent ces procès? Est-ce qu'ils vont constituer une sorte de jalon dans la mémoire de la lutte contre le terrorisme?
Oui, bien sûr, c'est un travail de mémoire, puisqu'à chaque fois, on évoquera également les victimes, mais ça ne doit pas seulement être ça. Ça doit être aussi un travail d'efficacité pour éradiquer demain le terrorisme. Alors on sait bien que rien n'est dissuasif pour un kamikaze qui a décidé de mourir en fou de Dieu. Mais tout de même, on peut, par des décisions judiciaires extrêmement fermes, extrêmement dures, montrer que la société est impitoyable, qu'il n'y aura pas de place pour la culture de l'excuse ou de la victime. Rappelez-vous, après le 7 janvier et après la grande manif du 11 janvier, on entendait des voix, notamment à l'extrême gauche, pour dire « mais c'est la société qui est coupable, nous fabriquons les jeunes qui par désespoir vont s'enrôler chez Daesh et reviennent comme terroristes ». Ces raisonnements-là, ils sont inacceptables. Et un bon procès, avec des jugements impitoyables, ça permet de se vacciner contre ce qu'est cette culture de l'excuse qui est le début de la défaite. Et il faut espérer que les jugements obtiendront cela, au-delà évidemment de faire surgir la vérité. Ça peut imposer une forme de dissuasion ? Oui, ça doit être une forme de dissuasion. En tout cas, ceux qui demain ou après-demain seraient candidats à une forme de terrorisme ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas que la société était impitoyable et le resterait. Il y a 2 dossiers pour ça, c'est les procès dont vous parlez, et puis c'est le retour des djihadistes ou de leur entourage, ceux qui étaient partis là-bas. Comment on les juge, comment on les traite? Il faut bien sûr faire du cas par cas, puisque derrière chaque cas, il y a un destin particulier, mais il faut surtout n'avoir aucune pitié. Alors bien entendu, ne réveillons pas les vieux démons, il ne s'agit pas de rétablir la peine de mort, il ne s'agit pas de parler de déchéance de la nationalité, on sait que c'est complètement inopérant, mais il s'agit d'être très dur pour que demain, on puisse se dire que certains auront retenu leur coup par peur du châtiment. Christophe Barbier, jeudi, un second hommage sera rendu aux victimes de l'hypercacher. Est-ce que 5 ans après, vous estimez que la lutte contre l'antisémitisme est devenue une cause nationale ? Autrement dit, est-ce que la solitude des Juifs de ce point de vue-là s'est un peu estompée ? On a progressé un peu, mais pas beaucoup, parce que c'est un mal endémique qui revient toujours par d'autres endroits, sous d'autres formes, et l'on voit que dans des tas de faits divers ou de faits terroristes, il y a de la polémique à chaque fois. On a l'impression que le déracinement de l'antisémitisme dans la société française est toujours un échec. Une génération semblait définitivement guérie de l'antisémitisme parce que la mémoire de la Shoah était là. Puis on voit que les générations suivantes n'ont pas acquis cet ADN pour lutter contre l'antisémitisme. Il faut recommencer à zéro à chaque génération. Et à chaque fois, il faut lutter contre ceux qui considèrent que l'antisémitisme est possible, voire qu'il est une opinion comme une autre. Donc ce travail culturel, éducatif, presque psychologique, nous ne l'aurons pas. Il faut le recommencer à chaque génération, quel que soit l'environnement géopolitique, quels que soient les attentats ou l'absence d'attentats, qu'on soit en période de paix ou en période de tension. Si on ne recommence pas à chaque génération à mettre dans chaque tête l'idée que l'antisémitisme est inacceptable, eh bien, il peut repousser comme un chien-dent. C'est véritablement de ce côté-là à la fois une fatalité et en même temps, ça doit être une vigilance pour nous, de se dire que on ne peut pas se relâcher, on peut pas se dire oh, bon là pour 30 ans on est tranquille. Non, à chaque génération, à chaque année, il faut toujours faire cette pédagogie. Et l'attentat contre l'hypercacher, de ce point de vue-là, a permis aussi de réveiller certaines consciences ? Oui, mais il ne faut pas attendre les drames et les tragédies pour réveiller l'hyperconscience. Parce que 3 ans avant l'hypercacher, il y avait eu Mohamed Merah. Et on avait vu à quel point on pouvait aller loin dans l'atroce. Peut-on d'ailleurs aller plus loin que Mohamed Merah dans l'atroce et rentrer dans une école pour tuer des enfants? Et 3 ans après, il y a eu l'hypercacher et depuis, il y a eu d'autres agressions, d'autres attentats, d'autres crimes. Donc c'est à chaque instant, à chaque minute qu'il faut non seulement, évidemment, punir les coupables, les poursuivre, mais aussi élever les gens, leur dire que tout est possible. Vous savez, cette fameuse phrase, le ventre encore fécond d'où est sortie la bête immonde. C'est pas une phrase pour les événements géopolitiques qui arrivent une fois par siècle. C'est une phrase pour tous les matins. Alors, il s'agit pas de devenir parano, bien sûr. Il s'agit pas de voir en l'autre toujours un antisémite possible. Mais il faut toujours être conscient que ça peut surgir dans toutes les têtes et qu'il faut sans cesse en parler. C'est un travail de chaque jour, de chaque instant. Christophe Barbier, vous restez avec nous. On poursuit avec l'autre actualité du jour, avec le premier round de concertation sur la réforme des retraites. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Que faut-il retenir de la réunion qui s'est tenue ce matin à Matignon ? Le chef du gouvernement a affirmé que le projet serait débattu au Conseil des ministres le 24 janvier prochain. Désormais, on va travailler sur le fond, c'est-à-dire toutes les questions qui touchent la pénibilité, les fins de carrière, l'emploi des seniors, la fonction publique et le privé, a-t-il ajouté. Il a aussi évoqué la question de l'équilibre. Sur la question plus spécifique de l'équilibre qui occupe beaucoup les débats et les occupe à juste titre car c'est une question importante à laquelle nous avons rappelé notre attachement
Attachement qui a d'ailleurs été partagé par les organisations syndicales et patronales qui considèrent elles aussi que la question de l'équilibre est une question importante. Une réunion aura lieu vendredi pour fixer les modalités de la conférence de financement sur les retraites, a précisé l'ancien maire du Havre. C'était une idée proposée par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Elle est donc validée par Édouard Philippe. Toujours fermement opposé à l'âge pivot, Laurent Berger a indiqué que son organisation serait mobilisée en région samedi. Cela s'inscrit en parallèle des actions promises par l'intersyndicale CGT-FO notamment. Enfin, la mobilisation à la SNCF repart à la hausse. Le taux de grévistes est de 6,6%, en légère augmentation par rapport aux 6,3% d'hier. Christophe Barbier, la pression d'Emmanuel Macron et de la majorité de la République En Marche va-t-elle contraindre Édouard Philippe à lâcher du lest et à renoncer d'une certaine manière à marcher droit dans ses bottes? Oui, il est un peu moins le fils de Juppé et un peu plus le cousin d'Emmanuel Macron depuis ces dernières 24 heures. Accorder à Laurent Berger cette conférence de financement, c'est un immense pas en avant. Alors, Édouard Philippe n'avale pas son chapeau, l'âge pivot reste une possibilité arithmétique budgétaire, mais c'est une solution parmi d'autres. C'est même, d'après ses déclarations de ce matin, la solution à laquelle il se résignera si les partenaires sociaux ne lui proposent pas mieux. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que maintenant, la balle va être dans les mains de ceux qui vont participer à cette conférence de financement. Et si on arrive avec des affaires de décote, d'abattement, peut-être d'allongement ou d'accélération du processus Touraine sur les cotisations nécessaires, à trouver d'autres solutions pour dire le nouveau système de retraite sera équilibré, eh bien l'âge pivot retournera dans le grenier des bonnes idées oubliées. Donc on s'approche d'un compromis. Alors on s'approche d'un compromis, oui, mais d'un compromis avec la CFDT, les syndicats modérés, sur ce point-là de l'équilibre financier. Il reste les autres points d'accord possibles avec les modérés, la pénibilité, la transition fin de carrière, le minimum redistributif, mais il n'y a rien pour les syndicats les plus durs. Ceux qui veulent le retrait de la réforme ou rien. Et c'est ceux-là qui bloquent les trains. CGT, Sudrail, Force ouvrière. Donc il est trop tôt pour imaginer une sortie de crise d'ici la fin du mois. Oui, je pense que la sortie de crise sera lente et progressive. Ça ira sans doute un peu mieux la semaine prochaine si les syndicats modérés se retirent des actions de blocage, mais ils ne sont pas majoritaires dans les secteurs bloqués. Il faudra ensuite attendre le volet politique, le Conseil des ministres du 24 janvier, et quand le Parlement s'empare d'un texte, alors là, souvent, la pression de la rue diminue, parce que les syndicats vont faire pression sur les parlementaires pour obtenir des amendements. Donc on peut espérer qu'en effet, ça s'éteigne tout doucement, et qu'à partir du 22, 24, 25 janvier, les trains, notamment en Ile-de-France, se remettent à circuler normalement. Donc on aura eu quand même plus d'1 mois et demi de conflit, peut-être presque 2 mois pour en sortir. C'est énorme. Quel coût pour l'économie française. Quel dommage. Merci beaucoup Christophe Barbier d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Macron sous les masques, paru aux éditions de l'Observatoire. Et puis on vous retrouve très prochainement sur Radio J pour votre émission consacrée au théâtre. Prochaine diffusion tout à l'heure, je crois. Tout à l'heure, à 15h, me dit-on, dans le casque. Merci Christophe. Merci à vous. On marque une page de publicité, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité en Israël et au Moyen-Orient. Cafouillage, boulettes, gaffe, amateurisme, les mots ne manquent pas pour qualifier l'annonce puis le rétropédalage des États-Unis sur l'avenir de leur présence en Irak. Tout démarre hier soir avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'une lettre signée du commandant des opérations militaires américaines dans le pays, le général William Seeley. On peut y lire que prenant acte de la décision dimanche du Parlement irakien d'appeler à l'expulsion des forces étrangères du pays, les États-Unis ont décidé, je cite, de repositionner les forces de la coalition anti-djihadiste dans le but d'un retrait de l'Irak de manière sécurisée et efficace. L'annonce sonne comme un coup de tonnerre et comme l'une des conséquences de l'élimination la semaine dernière du chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranien Qassem Soleimani. Mais coup de théâtre, quelques heures plus tard, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, annonce qu'une erreur a été commise. Il ne s'agirait en fait qu'un projet de lettre non signée qui aurait été malencontreusement envoyé aux journalistes. L'US Army maintient donc ses bases, au moins pour l'instant, en Irak, et ce n'est pas le cas de tout le monde. L'Allemagne en effet retire une partie de ses troupes dans le pays. Les soldats allemands seront repositionnés en Jordanie et au Koweït pour des missions de formation. C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu ce matin les obsèques de Qassem Soleimani à Kerman, dans le sud-est de l'Iran. Le recueillement se mêlait aux appels à la vengeance. Mort à l'Amérique, criait la foule. Une cérémonie qui s'achève néanmoins sur un drame. 32 personnes ont péri dans une bousculade. On recense également 190
blessés. Sur le plan diplomatique, les accrochages continuent entre l'Iran et les États-Unis. Le Parlement iranien a adopté aujourd'hui une loi qui ne va pas plaire à Donald Trump. Les forces armées américaines seront désormais classées comme terroristes par les autorités iraniennes, et ce pas seulement au Moyen-Orient. Côté américain, le magazine Foreign Policy révèle que le ministre iranien des Affaires étrangères ne pourra pas se rendre au siège de l'ONU à New York. Les États-Unis ont en effet refusé de délivrer un visa à Mohamed Javad Zarif. La communauté internationale appelle de son côté à la désescalade entre Washington et Téhéran. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront vendredi à Bruxelles. Au menu de leur discussion, évidemment, les tensions américano-iraniennes, mais aussi la situation en Libye. Le chef de la diplomatie européenne a d'ores et déjà regretté la nouvelle sortie de route iranienne sur le dossier nucléaire. Téhéran a annoncé hier la levée de toute limite sur l'enrichissement d'uranium. La mise en œuvre complète de l'accord sur le nucléaire par tous est maintenant plus importante que jamais pour la stabilité régionale et la sécurité mondiale, indiqué sur Twitter Joseph Borrell. Ce matin, c'est un autre responsable européen de premier plan qui a pris la parole, et pas n'importe lequel. François Hollande, l'ancien président français, est revenu au micro de France Culture sur la crise au Moyen-Orient après l'élimination du général Qassem Soleimani, et à ses yeux, le responsable de la situation se trouve à la Maison-Blanche. On l'écoute. La décision de Donald Trump d'éliminer le général Soleimani ajoute encore à cette tension. Et ça a des conséquences très, très lourdes que je veux ici évoquer. D'abord, le régime iranien sort renforcé de cette épreuve. On l'a bien vu avec ces manifestations. Donc si l'intention était d'affaiblir l'Iran, c'est raté. Et de ce point de vue, Donald Trump a pris une grave responsabilité. Je pense que Donald Trump, depuis maintenant qu'il est président des États-Unis, a mis le monde en danger. Des explosions la nuit dernière à l'est de la Syrie. Des sites contrôlés par des milices iraniennes ont été bombardés près de la frontière avec l'Irak, dans la zone d'Al-Boukamal. Pas de revendication pour l'instant. Israël qui se prépare à de possibles tensions à sa frontière nord. C'est le thème de la revue de presse de Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. La manchette du Israël Hayom est ce matin très militariste, dirons-nous, mais elle n'est pas obligatoirement liée au dernier développement sécuritaire ou à l'élimination de Qassem Soleimani. Mais on peut le dire, il s'agit d'une mini-révolution dans le processus de préparation de Tsahal à la prochaine guerre. L'armée israélienne, sur ordre de son chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, a décidé de cesser les exercices militaires au niveau des brigades et de se contenter d'exercices au niveau des bataillons et des compagnies. Les manœuvres au niveau des brigades se feront uniquement sur simulateur. Sur simulateur, les partisans de ce changement d'approche affirment que ce qui était valable en 1973, c'est-à-dire à l'époque de la guerre de Kippour, ne l'est plus aujourd'hui, tandis que ceux qui critiquent cette décision affirment que cela risque de porter atteinte à la préparation des forces israéliennes sur le terrain à la prochaine guerre. Ceci suggère d'ailleurs de prendre une décision moins tranchante et de réduire de moitié le nombre de manœuvres militaires, donc au niveau des brigades de l'armée israélienne. Et ce changement est annoncé alors que l'Institut des hautes études stratégiques israélien a remis hier son rapport au président de l'État, Reuven Rivlin, et ses prévisions pour l'année 2020. Les responsables de cet institut, dirigé par le général Amos Yadlin, y ont même inséré un ultime chapitre lié à l'élimination de Qassem Soleimani. Première conclusion, les risques de confrontation armée ont augmenté à la suite de la détermination, l'augmentation de la détermination et de l'audace des Iraniens sur le plan régional et dans le dossier du nucléaire. Selon ce rapport, l'élimination de Soleimani doit conduire la défense nationale israélienne à forger une nouvelle approche stratégique et à se préparer à tous les scénarios possibles, y compris une confrontation directe entre les Iraniens et les Américains. Selon ce rapport tout de même, les Iraniens ne devraient pas réagir dans l'immédiat à l'élimination de Soleimani, mais ils pourraient attendre que la vigilance américaine et même israélienne se soit relâchée. Le rapport fait état d'une possible troisième guerre du Liban dans laquelle seraient également impliquées des forces syriennes, voire irakiennes, une troisième guerre dans laquelle également le public, l'arrière israélien, pourrait être touché. Le Yediot Aharonot cite également ce matin la déclaration du commandant en chef de la région sud, le général Herzl Halevi, qui affirme qu'Israël regarde sur la touche les derniers développements concernant l'élimination de Qassem Soleimani. Nous ne sommes pas au cœur de cette affaire, a-t-il affirmé.
Gabriel Attal, on vous retrouve pour les brèves et on reste en Iran où les autorités judiciaires ont levé l'accusation d'espionnage visant l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah. Elle avait été arrêtée en juin dernier. Paris ne cesse de réclamer sa libération. Fariba Adelkhah reste néanmoins poursuivie pour 2 autres chefs d'accusation: propagande contre le système politique de la République islamique et complot contre la sûreté nationale. L'envoyé spécial de Donald Trump au Proche-Orient, Avi Berkovitch, est actuellement en déplacement en Israël. Il a rencontré hier Benjamin Netanyahou à la résidence du Premier ministre pour discuter du plan de paix de l'administration Trump. Selon le Jerusalem Post, Berkovitch s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman. Il devrait également rencontrer Benny Gantz, leader de la liste bleu-blanc, avant de retourner à Washington. Et puis la polémique du jour en Israël, Benjamin Netanyahou qualifie de scandaleuses les déclarations exprimées par le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef. Le rabbin a soutenu que de nombreux immigrants en Israël, principalement de l'ex-Union soviétique, ne seraient pas juifs. Le rabbin Yitzhak Yosef a déclenché un tollé au sein de la classe politique, affirmant dans une vidéo publiée sur Ynet que des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de goïs non-juifs sont venus en Israël grâce à la loi du retour. Ils ont été amenés ici pour que, lors d'élections, rien ne soit laissé aux ultra-orthodoxes. Des goïs complets, des goïs vraiment complets, a-t-il répété. On reste en Israël. La Knesset pourrait débattre de la demande d'immunité parlementaire de Benjamin Netanyahou avant les élections législatives du 2 mars prochain. Si la mesure fait polémique, elle ne change pas fondamentalement la situation du Premier ministre israélien. Correspondance depuis Jérusalem de Pascal Zonshine. C'était à prévoir. En demandant à la Knesset de se prononcer sur son immunité parlementaire, Benjamin Netanyahou a ouvert un nouveau front politique. Il est clair que l'opposition y voit une occasion d'affaiblir le Premier ministre israélien en lui retirant la carte qu'il s'apprête à jouer pour rallonger son sursis judiciaire. En gros, l'idée de Benjamin Netanyahou, inculpé de fraude, abus de confiance et corruption, est de retarder le plus possible l'ouverture de la procédure judiciaire contre lui. Le fait que l'annonce de sa mise en examen soit intervenu en pleine crise politique, n'a jusqu'à présent eu aucune influence sur son soutien dans les intentions de vote des Israéliens. Néanmoins, le chef du gouvernement israélien sortant préférerait conduire sa campagne sans avoir à se préoccuper de défendre sa position devant les députés de la Knesset sortante. Les élections législatives, on le sait, sont fixées au 2 mars. La Knesset est déjà dissoute et Benjamin Netanyahou escomptait que dans ces conditions, elle ne pourrait pas nommer la commission parlementaire qui doit être saisie en cas de demande d'immunité parlementaire par l'un de ses élus. Seulement voilà, le conseiller juridique de la Knesset en a décidé autrement. Selon lui, rien ne s'oppose à ce que le Parlement, même après avoir voté sa propre dissolution, décide du sort judiciaire de l'un de ses députés. Un cas de figure qui n'est pas favorable à Benjamin Netanyahou. Si la procédure va jusqu'au bout, il est fort probable qu'il ne trouvera pas de majorité pour lui voter l'immunité. Et même s'il obtenait cette immunité, elle ne serait valable que jusqu'à l'élection de la prochaine Knesset, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars. Reste la possibilité que le président de la Knesset, Yuli Edelstein, lui-même élu du Likoud, décide de faire usage de son droit de veto, qui empêcherait la formation de cette commission, et ce qui repousserait la discussion sur l'immunité de Benjamin Netanyahou à la prochaine Knesset qui sortira des urnes. En revanche, une fois que les députés auront rendu leur décision sur la demande d'immunité parlementaire de Benjamin Netanyahou, ce dernier n'aura pas de droit d'appel si l'immunité lui est refusée, et si la Knesset lui vote l'immunité, le dirigeant du Likoud ne pourra pas faire une nouvelle demande à l'Assemblée qui sera élue en mars. Sur le fond, cela ne change pas le cours des choses. La mise en examen de Benjamin Netanyahou est définitive et il comparaîtra bien devant un tribunal. Le leader conservateur israélien souhaite pourtant y parvenir dans la meilleure position possible, à commencer par un soutien renouvelé de l'électorat et un siège retrouvé de chef de gouvernement. Sa demande d'immunité parlementaire était donc avant tout un moyen de faire de la place sur son calendrier. En France, la garde des Sceaux Nicole Belloubet est revenue ce matin sur la décision de la Cour d'appel de Paris de reconnaître l'assassin de Sarah Halimi irresponsable pénalement, Gabriel. La ministre a précisé que dans un état de droit, on ne juge pas les personnes irresponsables pénalement. Nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit, on ne juge pas les personnes qui sont irresponsables pénalement. Je crois que c'est très important dans le cadre de cet état de droit. La reconnaissance de ce que c'était un crime antisémite a été faite par les juges. Et Kobili Traoré ne pourra donc pas être jugé aux assises selon la décision qui a provoqué la colère des partis civils et de représentants de la communauté juive.
Une dizaine de tombes ont été profanées et détruites au cimetière juif de Bayonne, Gabriel. Les faits se sont produits entre vendredi après-midi et dimanche après-midi, a déclaré la présidente de la communauté juive de Bayonne-Biarritz sur France Bleu. Lorsqu'on s'en prend aux morts, je ne crois pas qu'il y ait un acte plus lâche que cela, a-t-elle ajouté. Et puis les suites de l'affaire Carlos Ghosn, la justice japonaise annonce qu'elle émet un mandat d'arrêt contre Carol Ghosn, cette fois l'épouse de l'ex-PDG de Renault-Nissan. Cela signifie qu'elle pourra être arrêtée si elle décide de retourner au Japon. Selon l'agence Kyodo News, l'épouse de Carlos Ghosn est soupçonnée de s'être parjurée en avril dernier lors d'une audition à Tokyo. On en sait également plus sur combien a coûté l'évasion de l'ex-patron de Renault. Selon le Financial Times, la facture s'élève à 20 millions de dollars. La location d'un jet privé payé par une société basée à Dubaï a coûté 175 000 $. S'ajoute ensuite le paiement de mercenaires américains et de jets turcs. Merci Gabriel Attal. Certains d'entre vous jeunes peut-être aujourd'hui, nous sommes le 10 Tevet dans le calendrier hébraïque, soit la date de commémoration du début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, une date bordée de larmes dans l'histoire du peuple juif. C'est ce que nous explique le rabbin Mevorach Zerbib. Aujourd'hui, 10 Tevet, jour anniversaire du début du siège de Jérusalem à l'époque du premier temple par Nabuchodonosor, qui entraînera quelques années plus tard la destruction du premier temple. Ce jour de jeûne est un jour particulièrement important parce que on nous dit dans les textes est décidé ce jour si le Mashiach viendra cette année ou pas. Alors on doit prier avec le maximum de ferveur et avoir conscience que quand le siège de Jérusalem a commencé, finalement il s'est pas passé grand-chose, sauf qu'on ne pouvait plus sortir de Jérusalem. Dans l'absolu, il y avait une prise de conscience à prendre à ce moment-là. Et certains vont nous dire que l'importance de ce jour qui est B'Tsem Hayom Hazeh, ce jour-là, le 10 Tevet, bien précisément, s'il tomberait Shabbat, certains nous disent qu'on aurait jeûné Shabbat. C'est pas l'avis de tout le monde, mais c'est un avis qui est quand même rapporté et qui est assez sérieux. Ce qui nous donne l'importance et la gravité quand on sait que le 9 Av qui tombe Shabbat est repoussé au lendemain. Tous les autres jeûnes sont soit repoussés, sauf le jeûne d'Esther qui est avancé, mais le jeûne d'Esther n'est pas un jeûne de deuil. Il n'y a que Kippour qui est maintenu le jour de Shabbat. Kippour qui est aussi un 10 du mois, nous sommes aujourd'hui le 10 Tevet. Le grand rabbinat d'Israël a décidé après la guerre de faire que ce jour soit un jour de commémoration pour toutes les personnes, nos frères et nos sœurs qui ont été assassinés pendant la Shoah, dont on ne connaît pas le jour de leur mort, pour commémorer, faire le Kaddish, allumer une lumière. Et donc c'était aujourd'hui que cela a été fixé d'une façon générale, ce qu'on appelle Kaddish Klali, Kaddish général, Kaddish Olami. Ce jour, au niveau des Hilulot et Tzadikim, c'est aussi le jour anniversaire de la disparition du prophète Malachi. Le prophète Malachi, il y a une discussion dans le Talmud à savoir est-ce que c'est vraiment Malachi son nom ou est-ce que en fait c'était Mordechai. C'est une première opinion, c'est celle de Rabbi Nachman qui dit que c'était Mordechai. On objecte en disant qu'on cite Mordechai et Malachi dans la même phrase pour dire qu'ils ont prophétisé à la même époque, donc ça peut pas être le même. Rabbi Yoshua ben Kohacha nous dit que c'était Ezra Malachi, ce grand maître début de l'époque du deuxième temple. Et les autres sages nous disent, non, il s'appelle Malachi, c'était le dernier des petits prophètes. C'est aussi le Herzeit de Rabbi Nathan de Breslev, ou Rabbi Nathan Nemerov Steinhartz, l'élève le plus proche de Rabbi Nachman de Breslev, celui dont on a, qui était un petit peu le scribe de Rabbi Nachman de Breslev, qui n'a rien écrit. C'est Rabbi Nathan qui a écrit tous les enseignements de son maître, et d'une façon très fidèle. Et puis, c'est aujourd'hui l'Herzeit d'un maître qui nous est beaucoup plus proche, qui est le Rav Moshe Shapira, qui est né en 1935 à Petah Tikva, et qui est niftar en 2017. Le Rav Shapira était un grand penseur, très inspiré de la Kabbalah, du Harizal, du Maharal de Prague, du Gaon de Vilna, de pensées chassidiques de Rabbi Tzadok HaKohen. Un penseur qui a beaucoup influencé le monde de la Teshuvah. Il a enseigné énormément dans ce domaine. Il était le maître de nombreuses personnalités, on pourrait dire. Le grand rabbin Yosef Chaim Sitruk le considérait comme son maître. Le Beni Levi, le philosophe, celui qui était si proche de Jean-Paul Sartre, a fait Teshuvah et s'est rapproché était l'élève de Rabbi Moshe Shapira. Nous dire que Rabbi Moshe Shapira était un grand maître. Tzom Kal, jeûne léger. Et bonne journée.
Le rabbin Mevorach Zerbiou. Bon, on va marquer une dernière pause et on se retrouve dans une poignée de secondes au menu. La chronique du mardi, Israël Business. À tout de suite. The Eden Reichel Project chante pour le KKL. À l'occasion de Toubishvat et du lancement du projet KKL JNF 2040, le KKL de France présente Eden Reichel Project avec ses 14 musiciens sur la scène de la salle Playel. Rendez-vous lundi 10 février à la salle Playel. Réservation au 01 42 86 88 88, kkl.fr, salleplayel.com et réseau habituel. Radio J, 14h32. On retrouve la suite du journal avec Steve Nadjar. Israël Business, la chronique hebdomadaire consacrée à l'économie israélienne. Bonjour Eric Lewin. Bonjour Steve. Alors les auditeurs qui nous suivent en live et en vidéo sur YouTube peuvent le constater. Eric, vous êtes beaucoup plus bronzé que moi aujourd'hui. Vous revenez en effet d'Eilat et vous avez décidé de faire un sort à un lieu commun. Non, la ville du sud d'Israël ne se résume pas à 2 belles plages. Oui, alors c'est pas simplement le Royal Beach, le Héros, la Taillelette, Eilat. Il y a de plus en plus une culture, figurez-vous, d'innovation. Par exemple, la ville va accueillir un programme de soutien aux start-up italienne dans la cité balnéaire. C'est un programme qui a été mis en place par l'ambassade d'Italie en Israël, la branche innovation d'une banque italienne qui s'appelle Intesa San Paolo. Alors en fait, vous avez 7 startups transalpines qui ont été sélectionnées, qui seront hébergées au Eilat Tech Center, qui est une entité appartenant à Ariel Capital, vous savez, qui est une très grosse société d'investissement américaine avec des bureaux à New York, mais également en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de startups qui viennent en Israël, qui sont des startups non israéliennes, qui peuvent être italiennes, espagnoles, et qui ne sont plus simplement à Herzliya ou à Tel Aviv, mais Eilat... L'écosystème à Eilat leur est favorable? L'écosystème est de plus en plus favorable. Eilat essaye de s'affranchir finalement de cette destination touristique où on va simplement pour le soleil, pour en faire une espèce de pôle tech. C'est pas le même pôle tech qu'à Herzliya, c'est évident, mais il y a des avancées. À noter qu'Eilat, puisque j'ai pris l'avion, le jour où je suis arrivé, figurez-vous que l'aéroport Eilat, qui s'appelle Ramon, recevait son 1 000e passager, ce qui est pas mal en un an. Ils ont reçu donc 1 million de personnes en un an, alors qu'il n'y a pas toutes les compagnies qui sont présentes à Eilat. Par exemple, Air France n'est pas présente. Il y a beaucoup de low cost, notamment, où il y a Lufthansa pour parler des compagnies allemandes. Mais c'est un aéroport assez intéressant parce que ça met Paris d'Eilat à environ 5 heures de vol, ce qui est bien parce qu'avant, vous savez qu'il y avait un changement à faire à Tel Aviv, ou alors il fallait passer par Ofda, ou après il y avait 1h30 de car. Absolument. Eric, en ce début janvier, il est encore temps de dresser des bilans. Côté israélien, l'année 2019 aura été excellente, notamment sur le plan des opérations de rapprochement. Oui, il y a eu 166 fusions-acquisitions en Israël, contre 124 en 2018. C'est un chiffre de PwC, PricewaterhouseCoopers, qui est vraiment un très gros cabinet d'audit et qui fait référence à la matière. Ça représente une valeur globale de 20,4 milliards de dollars. Alors, il y avait 21,6 milliards en 2018. Vous allez me dire, alors pourquoi ce cocorico, si je peux employer cette expression? C'est parce qu'en fait, n'ont pas été comptabilisés dans les chiffres de 2019 la très grosse opération, notamment d'Intel sur Habana Labs pour plus de 2 milliards. Vous aviez parlé la semaine dernière. Dont j'ai parlé, ce qui veut dire que si on devait agréger les chiffres de la fin d'année, on serait largement au-dessus des 20 milliards 4. Donc ce serait encore une année record pour les fusions acquisitions en Israël. À noter que 11,5 milliards proviennent une nouvelle fois des États-Unis. Comment on peut l'expliquer? Parce que il y a des relations très poussées entre les entreprises israéliennes et les entreprises américaines. Vous savez, quand une entreprise israélienne commence à être importante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande une cotation au Nasdaq américain. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien important. Et il y a une sorte de rêve américain pour les startups. Il y a une sorte de rêve américain, et j'ai envie de dire, c'est là vraiment où est l'argent. C'est vraiment là où il y a du financement facile, alors qu'on sait qu'en Europe, il y a beaucoup de problèmes de financement, notamment pour les startups. Donc c'est pour ça que c'est toujours les États-Unis finalement qui font, j'ai pas envie de dire la pluie et le beau temps, parce que les Chinois arrivent, les Japonais arrivent, les Européens arrivent, mais quand on regarde les fusions-acquisitions, les États-Unis, c'est encore 60% du montant des fusions-acquisitions. À noter d'ailleurs que sur ces 20 milliards, c'est toujours la technologie qui l'emporte, cette fameuse disruption, cette fameuse innovation technologique. Ça leur représente plus de 9 milliards de dollars. Et puis l'année 2019 a également souri aux startups israéliennes. Oui, alors c'est une explosion en termes de levée de fonds, 8,2 milliards de dollars, soit une nette hausse par rapport aux 6,4 milliards de l'année précédente. Et puis tout laisse supposer que 2020 sera encore une excellente année. Pourquoi? Il y a des fonds, il y a beaucoup de fonds qui se bousculent au portillon. Vous avez même des fonds français, j'en connais, qui n'étaient pas du tout présents sur le marché israélien et qui se disent, nous on va réserver une petite poche de nos investissements pour aller en Israël. C'est devenu un lieu incontournable pour les fonds. Les fonds qui sont
dans la pure innovation en France. De plus en plus, il faut être en Israël. Alors, je vous dis pas qu'il faut mettre 50% des sommes récoltées, mais il faut avoir une petite poche en Israël parce que les Mobileye, les Waze de demain, ça les intéresse. Et donc, vous avez de plus en plus de fonds français qui regardent vraiment vers le marché israélien. Alors, parmi les récentes levées de fonds, j'en ai trouvé une intelligente. La société s'appelle Gongyo. Alors, c'est pas une société chinoise, elle est basée à Herzliya et elle développe une plateforme utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer les ventes commerciales. En fait, c'est des robots d'intelligence artificielle qui permettent d'améliorer ses ventes. Ils ont levé 65 millions de dollars en fin d'année. C'est une société qui a été fondée en 2015 et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un programme Globes ou un classement Globes des sociétés les plus prometteuses. Je crois qu'ils sont à la 5e place parmi les 10 sociétés les plus prometteuses d'Israël. Donc, il faut retenir ce nom, Gongyo. Je répète, c'est pas une société chinoise, c'est bien une société israélienne. C'est sur ces données euphorisantes que nous vous quittons. Eric, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et on verra si vous êtes toujours aussi bronzé. C'est la fin de ce journal magazine. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure d'information. Prochain flash à 15h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Bon après-midi, prenez soin de vous.